Donc, le thème, c'est la collaboration entre l'équipe Dev et Design. Je vais le faire avec Rebecca. Elle n'est pas encore arrivée. Donc, comme je le disais tantôt, moi, c'est Emmanuel, product designer à Dosem. Alors, ce serait un peu ça le plan de ma présentation. Donc, on va parler un peu de l'équipe tech, l'équipe produit. On va essayer de situer le développeur et le designer dans l'équipe produit. Ensuite, on va parler de la collaboration elle-même. Pourquoi et comment les développeurs peuvent collaborer avec les designers. Ensuite, c'était prévu qu'on fasse un petit partage d'expérience, que Rebecca le fasse et que moi aussi, je essaie de partager un peu comment on travaille avec l'équipe produit pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui sur le marché et partager avec vous des ressources et passer aux questions-réponses. Alors, quand on parle de dev et designer, on a souvent cette image en tête où c'est un combat permanent, où le designer vient avec un très beau produit et que le dev dit non, ça, on ne peut pas le faire. Ou c'est le dev qui dit ah, ça c'est un bon design, mais j'ai une récente technologie qui peut te faire ceci un peu plus beau. Mais ce n'est pas en fait un combat, ça va être une collaboration. Donc ça m'amène à essayer de vous situer en fait le dev et le designer dans l'équipe. Ou pas l'idée de ressentir. Et donc, on passe ce besoin au designer UX qui essaie de réfléchir aux besoins. Partant de ce besoin, partant de ce brief, on va dire, qu'est-ce qu'on peut offrir comme parcours utilisateur. Donc, le designer essaie de réfléchir à ça. Quand il a ce parcours-là, j'essaie de prendre une petite image de hamburger. On a le squelette en haut, c'est l'idée. On passe ça au qui peut se permettre de distribuer un peu son équipe, avoir des designers UX, des développeurs, des managers qui ont mais dans la réalité, dans les entreprises, on voit peut-être une seule personne qui fait les deux, qui fait le front-end et le back. Une seule personne, peut-être le product designer, qui a à fois essaie de utiliser le parcours utilisateur, c'est l'équipe test. Voilà. On peut avoir peut-être une équipe de 2 ou 3 personnes qui font tout ça. Mais l'idéal, c'est ça. Parce qu'il faut qu'il y ait une personne spécialisée pour faire ceci, non pour cela. Aussi, quand on a une application, je vais prendre l'exemple que je connais bien, comme Dosem, qui est cross-platform. Android, iOS, qui a une admin, qui a plusieurs entités. On a une application utilisateur, une application marchand, une application driver, on les appelle les champions. Donc, une personne ne peut pas faire tout ça. Il faut qu'il y ait plusieurs équipes, il faut qu'il y ait un product designer. Par exemple, pour qu'il y ait un product designer pour l'application utilisateur, un autre pour telle application. On a un product manager pour telle application, un product manager pour telle application. Donc, il faut une équipe quand même vraiment éclatée avec des spécialités pour que ça avance. Donc, je vais parler de la collaboration dev-designer. Ça, la première image, c'est une image que j'aime bien. C'est un de nos devs qui m'avait envoyé ça un jour. On galérait tellement sur les fichiers SVG. Je lui ai envoyé dire
your file doesn't work, ça ne marche pas. Tu lui envoies encore, ça ne marche pas. Et on essaie de voir, et s'il ne marche pas, et à un moment donné, on a la solution. Donc, c'est un peu ça, on a l'impression que c'est difficile, mais c'est une collaboration. Et la deuxième, je l'ai trouvée hier, je l'adore aussi. C'est le designer qui a un beau projet, une belle application. On a le développeur qui lui dit non, mais calme-toi, c'est pas possible. Donc, comment collaborer? D'abord, pourquoi collaborer? Ça, c'est, je vais dire une citation d'Aaron Walter. Il est VP of Design à InVision. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez InVision? Oui. Et il a plus de 15 années d'expérience dans le design. Il a coaché des équipes comme celle de Melchi, de la Maison Blanche. J'en passe. Donc, c'est lui qui dit qu'il ne croit pas vraiment à la notion d'entreprise orientée design ou d'entreprise orientée ingénierie, mais plutôt une entreprise orientée produit. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une collaboration. Ce n'est pas parce que moi, je veux, moi, en tant que designer, je veux un beau produit, ou ce n'est pas parce que moi, en tant que développeur, je trouve la fonctionnalité un peu trop difficile à développer, mais c'est parce que le produit exige qu'on fasse ceci. Et donc, c'est sur la base de ce que le produit exige qu'on oriente nos choix. Donc, ce n'est pas un conflit en fait. Mais les deux s'associent, on voit ce que le produit exige et ils collaborent ensemble pour construire le produit. Le comment, c'est simple. Quand on a l'étape de design, c'est impliquer déjà cette étape de développeur. Comme ça, réduit en fait l'écart entre les deux. Ça réduit les frictions à venir. Donc, j'ai un peu ce graphique-là. Quand on implique le développeur, en fait, ça nous permet de voir, de faire en fait cette corrélation entre l'effort et l'impact. Quand je commence par designer et que je me mets de mon côté, je fais, on a peut-être une fonctionnalité qu'on veut déployer dans 2 semaines. Le designer prend 4 jours. Il fait un bon design, nickel, il balance au dev. Le dev dit, bon, c'est bien beau, mais il me faut 5 mois pour développer ça. On dit, OK, non, on garde ce design, c'est pourquoi on développe ça. Et on prend 5 mois pour le faire. Et on lance la fonctionnalité. On a pris tout ce temps-là pour développer ça pour un impact quasi nul. Donc, ce n'est pas la peine. Il faut dès le départ impliquer le dev. Je design, il voit, il dit, OK, ça c'est une belle animation, mais nous avons que 2 semaines. Je propose qu'à la place, on fasse ceci. Oui, c'est vrai, mais ça ne cadre pas avec ce qu'on avait prévu. Donc, il y a un compromis, on arrive à quelque chose qu'on peut livrer en 2 semaines. Donc, c'est un peu ça. Il faut impliquer le designer à la base, dès le départ, le développeur dès le départ, et ne pas attendre d'avoir fini. Ensuite, là, j'ai mis, il faut maîtriser l'art du premier jet merdique, en fait. Aujourd'hui, quand on a les jeunes designers qui commencent, ils se disent, j'ai un cahier de charge, on me dit, développe, et bon, essaie de nous designer cette fonctionnalité. Il prend tout son temps, il sort quelque chose de très beau, et on dit, bon, ce que tu as sorti là, ça ne marche pas très bien. On recommence. Il prend encore son temps, il sort encore quelque chose de très beau, on dit, non, c'est pas encore ça. Il jette encore. Ça ne marche pas comme ça. On sort un premier jet, juste quelque chose de basique, un brouillon, comme on dit. Et sur la base de ce brouillon, toute l'équipe va itérer. On dit, ah, ce bouton, c'est bon, mais ça ne marche pas bien. Si on le plaçait là, et il repart. Là, c'est quelque chose de très basique, il peut changer très rapidement. Il a fait investir tellement de temps. Et là aussi, il peut demander au développeur, ah, qu'est-ce que tu penses de ceci? Il dit non, ça ne marche pas. Quelque chose dans ce sens-là irait. C'est pour ça que j'ai mis un peu ce petit titre. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de demander. Est-ce que tu voudrais quelque chose dans ce sens?
Non. Dans l'autre, dans ce sens, oui. Voilà. Et tu vas dans ce sens. Et au fur et à mesure, on aboutit à quelque chose de bien élaboré. Et quand c'est validé, tu passes maintenant à un bon design qui est bien établi. L'autre point, c'est mieux comprendre le domaine de l'autre. En tant que designer, on ne nous demande pas d'apprendre à coder. Hein. Ce n'est pas le sujet, mais de comprendre un peu comment ça marche. Par exemple, si je design des produits Android, ce serait absurde que je n'ai aucune notion du matériel design. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous avez une idée de ce que c'est le matériel design? Personne? C'est un peu comme le guideline Android, en fait. Le design système un peu Android, où on a les boutons, comment ça marche, les cartes, etc. Ouais. Donc, si moi, en tant que designer, je n'ai aucune notion de ça, je ne sais pas comment je peux designer un produit Android. Ou si en tant que designer web, par exemple, je n'ai aucune notion du web. Et je sors avec des boutons tout petits que je mets. Je sors avec des animations qui ne pourraient pas, avec les technologies actuelles, être développées. Ce n'est pas la peine. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir une notion. Ce n'est pas forcément savoir coder, mais avoir quand même une notion du domaine de l'autre. Et c'est vice-versa. Le dev aussi doit quand même avoir une notion design. Il ne faut pas qu'on ait un dev qui nous sorte du rouge sur du vert. Non. Qu'il ait aussi une notion de design. Ensuite, il faut penser en termes composants, variables, objets. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle. Des devs. Ouais, non? Des devs. Ils seront discrets. Voilà. On a besoin de votre expertise là. Donc, en fait, je vais me lancer. Hein. Je ne suis pas dev, mais je pense que les devs, ils ont une approche variable, c'est-à-dire peut-être c'est là que je peux introduire. Quand tu cherchais une dev, je veux que tu vas venir peut-être. Bon, normalement, c'est eux sont ensemble. Le BK, le site dev. Donc, comment tu l'appelles? Si je n'ai pas les développeurs, normalement, les petits devs, tous les tuteurs aussi. Vous ne pouvez jamais la rater au fait. Bon, après, si vous pouvez la correcter, vous pouvez Bonjour à vous. Je suis Rebecca Tabouna. Je suis développeuse web et mobile. Je suis aussi mobile. Je suis mobile pilote de l'Université de Londres et Remain Technical 2023. Donc, je vais partager ce panel sur la collaboration développeur-designer. Donc, arrivé à cette partie, on parle de pensée, composants, variables et objets. Cette section composants, variables et objets, c'est la base de la programmation. Si vous voulez commencer à apprendre comment développer des logiciels, la programmation, les bases, c'est les variables, les composants et les objets. Donc, maintenant, quel est le lien de tout ça avec le design? Le truc, c'est que lorsque vous commencez à programmer, je parle ici, nous sommes sûrement à la partie back-end. On a parlé du front-end et du back-end. Le US, celui qui gère la partie UX et UI, lui a déjà fait l'expérience utilisateur. Il a aussi déjà fait l'interface, déjà designé l'interface. Mais nous sommes ici, nous voulons faire le back-end. Comment est-ce que le back-end, ça va interagir lorsqu'on qu'est-ce qui va se passer? Et la base, c'est les composants, les variables et les objets.
OK. Donc, pensez en termes de composants variables et objets, créer un design système. Au niveau du backend, nous, de notre côté, on réalise les diagrammes, les différents diagrammes du backend. On fait souvent se focalise beaucoup sur les diagrammes de classe. Et dans le diagramme de classe, on met les différents objets avec les variables et comment ils sont reliés entre eux. Après avoir fait le diagramme de classe, maintenant on passe aux différents autres diagrammes. En entreprise, on détaille très bien ces étapes de l'analyse. Les étapes de l'analyse, on fait tout les diagrammes. Mais bon, moi je suis développeuse freelance, donc souvent je brûle les étapes, mais je vous conseille pas ça. On fait l'analyse, descendez tous les diagrammes, ça vous aide à élargir votre champ d'action par rapport au système. Donc, après avoir fait le diagramme, passer à l'implémentation. Maintenant, dans l'implémentation, il y a le choix des langages. Avec quel langage est-ce que vous allez faire votre backend? Souvent, lorsque vous êtes en équipe, nous sommes en équipe, il y a celui-là, il maîtrise tel langage, il maîtrise tel langage, tel framework. Souvent, c'est un peu compliqué. On t'attend pas bien. C'est ça qui est chaud, Ok, donc, maintenant, nous sommes dans une équipe où il y a plusieurs profils. Par exemple, à Rosen, il y a plusieurs développeurs. Et tous, forcément, ne maîtrisent pas les mêmes langages. Maintenant, comment est-ce qu'on fait le choix par rapport au langage ou bien au framework qui sera utilisé? Donc, cela se fait par rapport, dans un premier temps, à les différents langages. Est-ce que, malgré que, par exemple, celui-là, c'est tel langage, il maîtrise d'autres, c'est tel langage, est-ce que vous pouvez vous accorder? Est-ce que quelqu'un peut apprendre un nouveau langage? Vous savez, les langages, ça ne diffère pas. C'est la même structure. Lorsque vous maîtrisez les bases, les concepts de programmation orientés objets, les variables, les classes et autres, les méthodes, lorsque vous maîtrisez ça, ce n'est pas difficile de basculer d'un langage à un autre. Donc, c'est en fonction de ça qu'on définit le langage ou le framework à utiliser, à adopter pour l'ensemble de l'équipe. Bien évidemment, ceux qui sont beaucoup plus avancés dans le langage qui a été choisi, c'est eux qui seront plus en avance sur le projet, c'est eux qui vont faire la majorité des tâches du projet. Maintenant, comme il a dit, le back-end est fait en modules, en plusieurs modules. Par exemple, pour une application mobile, par exemple, il y a plusieurs modules. Si je prends une application de e-commerce, il y a la gestion du panier, la gestion des commandes, la gestion du système de paiement. Donc, comme c'est en différents modules, c'est aussi segmenté en différentes parties, de telle sorte que chaque ou deux adversaires est assez grand. Chaque membre de l'équipe peut se focaliser sur une partie et l'implémenter. Et vous travaillez en accord. Il y a des ressources qui sont très importantes lorsque vous travaillez avec les développeurs. Il y a GitHub, il y a GitLab avec lesquels vous pouvez faire les différentes versions pour travailler sur un même projet, mais chacun sur différentes branches. Et vous pouvez vérifier lorsque les différentes parties des autres sont validées. Vous avez un seul code, mais différentes personnes travaillent dessus. Donc, GitHub, c'est très important pour les développeurs qui ne connaissent pas GitHub, c'est. Je ne vais pas parler de ce GitHub, c'est très important.
vous réalisez le code, vous arrivez à plusieurs itérations. Au fur et à mesure que vous travaillez, que vous terminez le back-end. Maintenant, il y a aussi le front-end. Moi, ce que je fais, c'est que je fais le front-end et je fais le back-end. C'est ce que je fais. Mais en entreprise, ils sont plus, comme à vos amis, il y a des développeurs qui font bien que le front-end. Et il y a des développeurs qui font bien que le back-end. Eux tous travaillent en lien avec les designers et autres, et surtout ceux qui font le front-end. Parce qu'il faut vraiment vérifier à ce que ça répond, ça soit textuellement ce qui a été validé, le UI, l'expérience utilisateur, le UI qui a été validé, ce que le product designer a validé, qui a été validé par le product manager et toutes les équipes. Voilà. Donc, c'est un peu ça au niveau de ma partie développeur back-end et mobile. Donc, sur la base de ce que je viens d'expliquer, la manière dont le dev fonctionne, en termes de composants, en termes de variables, il faut que le designer aussi essaie de penser dans ce sens. Quand je fais un design, il ne faut pas qu'aujourd'hui je développe, par exemple, je prends l'exemple d'une carte e-commerce, je fais une carte e-commerce, demain je sors encore une autre carte e-commerce, après demain je sors encore une autre carte e-commerce. Il faut que j'ai cette notion de composant, ça c'est un composant carte e-commerce, que je nomme très bien, peut-être en collaboration avec le dev. Et demain, quand on a une autre page qui a besoin de cette carte e-commerce, j'ai le même nom, et quand le dev voit, il appelle aussi le même nom dans sa librairie. Donc, il faut qu'il y ait cette collaboration. Il ne faut pas que le design devienne une corvée pour le dev, en fait. Donc, c'est pour ça que quand on parle de design système, en fait, c'est un peu comme un ensemble de composants réutilisables, en fait, et qui donne une norme claire aux équipes. Donc là, j'ai essayé de mettre une capture du design système de Uber avec un bouton. Bon, là, ça, c'est pas bien voir. Mais je vais partager la présentation après. Il faut aussi mieux communiquer, en fait. Un designer, il n'envoie pas seulement les écrans au dev. Il dit, OK, vas-y, démerde-toi. Non, non. Il essaie de documenter le plus possible, en fait. Donc, il fait des annotations. Ça, ce composant, c'est quel? Peut-être dans notre design système, on dit, ce bouton, c'est bouton actif vert. Tu notes. Comme ça, le dev, il voit ce bouton, il sait que, ah, ça, c'est ce que j'ai déjà dans ma librairie. Ou si j'ai développé un nouveau composant, il me dit, ça, c'est quel composant? Donc, il faut lui fournir tous ces détails-là. Et il faut utiliser aussi des outils de prise en main du design, comme Figma. Dans Figma, par exemple, le dev peut inspecter le design. Il y a Adobe XD, il y a Zeppelin aussi, qui fait très bien. Il faut fournir des prototypes, ça c'est important, surtout pour les animations. Je ne veux pas me mettre à dire à un dev, tu vois, ce que j'ai designé ici, là, j'aimerais que cette carte, quand on clique dessus, ça fasse cette animation, ça monte du tout. Non, non, non. Il va nous sortir une animation qui ne capte pas du tout. Donc, il faut un prototype qui montre vraiment comment ça va marcher. Et quand on clique dessus, on voit l'animation. Et le prototype, ça n'aide pas seulement le dev, hein, ça aide aussi l'UX designer qui après peut faire des tests utilisateurs avec ce prototype. Et peut-être on se rend compte que sur ce qu'on a designé, 90% des testeurs ne se retrouvent pas. Donc on remonte, on change tout, on a un nouveau prototype. Mais imaginez s'il n'y avait pas ça. Et on met un développeur, il développe, on lance le produit, et après on se rend compte que c'est 90% qui ne se retrouvent pas. Là, on a perdu vraiment du temps. Parce que développer ça prend du temps. Ensuite, il faut beaucoup échanger. Des réunions, je dis, il faut savoir ce que l'autre fait. Peut-être aujourd'hui, le dev dit, je vais développer la carte marchand. OK, tu finis à quelle heure? Je finis à midi. Okay? Dès que c'est bon, tu peux m'envoyer une release pour que je fasse un test. Voilà. Je teste
c'est pas trop ça. Si tu peux reprendre, il faut communiquer tout le temps. Être bien organisé, ça c'est la base, je pense, pour tout métier, même dans la vie. Il faut fournir des documents cohérents et bien organisés. Il ne faut pas être un peu brouillon, faire chier les devs. Il faut suivre les process en place. Il faut utiliser des outils de gestion de projet. Il y a Jira qui est très bon pour ça. Il faut avoir une checklist pour fournir tout le nécessaire. Par exemple, quand je développe, quand je fais du mobile, moi je suis plus spécialisé mobile, il faut que je pense à tous les scénarios. Prenons l'exemple d'une liste. Il faut que j'ai une checklist qui me dit, arrivé au design des listes, pense à une liste vide. Pense à une page qui renvoie une erreur. Pense à une page qui renvoie une erreur due à un manque de connexion. Pense à une liste trop longue qu'il faut paginer. Bon. Mais quand tu n'as pas ça, tu fais juste une liste, tu envoies. Quand on teste, on se rend compte que quand la liste est vide, ben, on revient en arrière. On teste, quand il n'y a pas de réseau, il n'y a rien de prévu. Donc, il faut avoir une checklist. Pour qu'à chaque étape, tu fasses le bon design. Par exemple, je sais que tel produit, il me faut faire du responsive. Il ne faut pas que j'envoie un design web, après on te dit, oh, Emmanuel, où est la version mobile? Tu ne veux pas encore faire la version mobile. Non, 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 il faut être vraiment organisé. Et je vais finir avec ce que pour moi est la règle d'or. Il faut penser à l'autre, à son travail et à son temps. Quand on fait son design, il faut penser aux développeurs. Son temps précieux. Je ne vais pas faire n'importe quoi, il revient vers moi. De la même manière, le développeur doit penser au designer. Son temps précieux. Je ne vais pas casser son design totalement. Donc, en fait, je ne suis pas le plus important, mais je fais partie d'une équipe et c'est le produit qui est le plus important. Donc, voilà, je vais laisser Rebecca nous partager un peu son quotidien en tant que freelance, web et mobile dev. Ok, merci. On me demande souvent comment tu fais pour trouver des marchés en tant que freelancer. Une question bonne. Parce que déjà, le freelancing, vraiment, c'est quelque chose de très bien pour les développeurs. Si vous avez, parce que moi, j'ai été en freelance depuis que j'ai commencé les études. J'ai fait IPNET depuis la deuxième année. Aujourd'hui, je suis en Master 2 à l'EPL, donc j'ai toujours été. Ok, merci. Donc, j'ai toujours été en freelance. Donc, d'abord, déjà, il faut s'identifier à cela. Il faut se faire connaître en tant que développeur. Souvent, les développeurs restent un petit peu cachés. Comme on l'a dit aujourd'hui, discret. Je maîtrise. Mais bon, c'est pas ça. Il faut se faire connaître. OK. Donc, j'ai commencé avec le web. Vous savez, on commence les études, on est bourré de technologie. Pour ceux qui ont fait les écoles, qui ont fait la licence, on vous met tout, fait C, C#, C++, PHP, on vous encombre au fait. Donc, à un moment donné, il faut se spécialiser. Il faut trouver sa voie, parce qu'on ne peut pas faire toutes les technologies. Celui qui veut poursuivre plusieurs liens à la fois n'en attrape aucun. C'est vrai qu'il y a des gens qui maîtrisent beaucoup de technologies, mais ils ont appris une technologie après une autre. Ça fait qu'ils maîtrisent cette technologie et ça leur permet d'aller maîtriser d'autres technologies. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Donc, je fais du web, je fais Laravel PHP. Pour la partie web, Laravel PHP. Pour le front-end, je fais avec Bootstrap. Des fois, je descends la maquette. D'autres fois, c'est des complets que j'utilise pour aller et je me concentre sur le back-end. Donc, j'ai commencé le mobile il y a 2 ans avec Flutter. Vous savez que Flutter, c'est un peu en train de... Bon, ça connaît vraiment de l'ampleur, ça prend de l'ampleur.
Donc, j'ai commencé Flutter il y a 2 ans. Je suis développeur Flutter et je suis dans la communauté des développeurs Flutter du Togo. Donc, le freelancing, en tant que freelancing, je suis appelée à faire, à vraiment me démerder, surtout pour trouver des marchés. Trouver des marchés, les gérer et les amener à terme. Vous savez, au moins si vous êtes en entreprise, il y a une certaine pression. Vous êtes avec d'autres, vous voyez d'autres travailler sur des projets, c'est bien organisé. Maintenant, en tant que freelancer, vraiment, il faut de la discipline, beaucoup de discipline. Parce que vous pouvez vous retrouver encombré par différents projets. Vous sortez la tête pour mettre ça ici dans d'autres projets. Et moi, je suis encore graphiste pour ajouter à ça. Donc, vous voyez, ok, bon, je suis encore graphiste. Je fais les affiches, les logos, les visuels, les cartes de visite. Vous pouvez aller sur rdkdesign.pg. C'est là que je mets mes réalisations. Donc, j'ai parlé de discipline pour vraiment discipliner, pour vraiment réussir sa vie de freelancer. Okay. Donc, je suis quelqu'un aussi qui j'aime beaucoup les communautés. Les communautés, je gère le Google Developer Student Club. C'est cette année que ça a commencé avec les petits devs et autres. Donc, les sessions, organiser les sessions. Si je travaille dans une entreprise, je ne sais pas comment j'allais faire pour gérer tout ça, mais quand même, avec la vie de freelancer, ça m'amène à aller travailler avec les autres. Je ne suis pas dans mon coin. Ça me fait beaucoup bouger. Donc, ça me fait aussi rencontrer de nouvelles personnes, travailler avec de nouvelles personnes. Donc, c'est un peu facile d'organiser les différentes activités. Donc, pour finir aussi, j'ai les hackathons. Comme mon emploi du temps est un peu finesse là, les hackathons, on était allé dernièrement pour le hackathon UIAH en Inde. Donc, ça aussi, ça permet de soulever les esprits sur ce qui se fait dans les autres pays en matière de technologie, comment ils avancent. Que ce soit sur le plan professionnel ou bien sur un plan estudiantin, parce que c'est dans un cadre estudiantin que j'y étais allée. Okay. Donc, c'est un peu ça, la vie de freelance, en tout cas pour ma part. Donc, je suis ouverte pour les questions. Merci.